À l'extrême nord-ouest de l'Écosse, sur l'île paradisiaque de North Uist, un projet inédit sème le trouble. Cette terre faiblement peuplée, située aux confins de l'Europe, doit bientôt accueillir une rampe de lancement de fusées commerciales. L'industrie aérospatiale veut insuffler un nouvel élan économique à cette région, principalement réputée pour ses paysages sauvages. Au début, l'idée d'avoir un port spatial à North Uist me paraissait non pas folle, mais très inhabituelle. Puis après m'être davantage renseignée, j'ai trouvé ça tout à fait sensé. Notre communauté pourrait en tirer des bénéfices incroyables. Car pour survivre, elle doit évoluer. Pourtant, certains habitants se mobilisent contre cette opération. Je suis abattu. Je ne veux pas de ça ici. Ça me rend triste parce que ça va détruire un des plus beaux coins de l'île. Derrière cette colline, la nature est parfaitement préservée. En fait, je suis en colère. Alison McCorquodale travaille pour le Conseil de l'archipel des Hébrides extérieures. C'est elle qui est en charge du projet de base de lancement spatial très controversé, Spaceport One. Pour se rendre sur le chantier, Alison emprunte la route à voie unique qui fait le tour de North Uist. Il s'agit d'un des principaux axes de circulation pour la population locale, dispersée sur une quinzaine d'îles. J'étais en congé pendant quelques jours, alors je vais à Scolpeg pour voir où en sont les travaux. Robert, le concepteur en chef, m'a dit que les équipes avaient bien avancé en mon absence. J'ai hâte de voir ça. C'est difficile de se projeter, alors c'est bien d'aller sur le terrain. Alison connaît chaque ouvrier personnellement. Elle est née et a grandi ici, à quelques kilomètres de la ferme de Scolpeg, où le port spatial est désormais en train d'être construit. Avec Spaceport One, le Conseil a pour ambition d'assurer l'avenir de l'île. La commercialisation de l'espace s'annonce lucrative et les représentants locaux veulent aussi en tirer profit. Lorsque l'idée d'établir une base de lancement en Écosse a été soulevée, le Conseil a donc racheté le terrain de la ferme de Scolpeg. La route d'accès est en passe d'être finalisée et la mise à niveau du pas de tir est en cours. Les premières étapes du chantier touchent à leur fin. Ce projet de longue date commence à prendre forme. Alison espère que cela pourra dissiper les malentendus auprès de ses détracteurs. La plus grosse idée reçue concerne les dimensions du site. Certaines personnes pensent qu'on veut créer le Cap Canaveral écossais, alors qu'il s'agit d'une infrastructure beaucoup plus petite, uniquement dédiée à des missions suborbitales. D'ailleurs, le pas de tir sera l'élément principal. Tout le reste sera installé, puis démonté à chaque lancement, car on veut limiter au maximum l'impact visuel et environnemental. Mais la promesse du Conseil ne fait pas l'unanimité. Angus MacNab s'est toujours farouchement opposé au projet. Le futur port spatial jouxte son terrain et risque d'entacher son cadre de vie idyllique. Lorsqu'il a pris connaissance des premiers plans, Angus est tombé des nues. Honnêtement, j'ai cru que c'était un poisson d'avril.
J'ai été prévenu quelques années avant que l'information ne soit rendue publique, parce que je travaillais avec le Conseil en tant qu'ingénieur consultant. Mon interlocuteur m'avait appelé pour me dire qu'il était question de construire une base de lancement spatiale, mais que je n'avais pas à m'inquiéter. Difficile pour Angus de garder la tête froide, sachant que des fusées seront propulsées à moins d'1 kilomètre de chez lui et qu'elles produiront sans doute d'importantes nuisances sonores. À l'origine, le Conseil avait imaginé un port spatial plus grand et bien plus éloigné du terrain d'Angus. Mais le projet a été jugé surdimensionné et sans possibilité d'autorisation. Les plans ont donc été revus à la baisse. À sa grande surprise, Angus a vu la future base se rapprocher de sa propriété. Je suis moins tranquille maintenant, à cause de la proximité avec le site. Il sera à seulement 870 mètres de ma maison. C'est beaucoup trop près pour ce genre d'installation. La distance de sécurité requise est un sujet de débat récurrent, notamment en raison de la potentielle dangerosité des décollages de fusées. Cette question fait l'objet de rumeurs incessantes aux grandes dames des ingénieurs qui tentent de véhiculer une image rassurante. Robert Fraser est le maître d'œuvre du port spatial. Il y a beaucoup de désinformation sur la nature du projet et sur son impact environnemental. Certaines personnes parlent d'un grand site industriel, alors qu'il s'agit simplement d'une petite route et d'une plateforme de taille minime qui sera utilisée 10 fois dans l'année. Je pense qu'en venant ici, la plupart des gens se demanderont pourquoi on en a fait tout un plat. La population de North Uist s'inquiète pour son avenir, à juste titre. D'après les dernières estimations, le nombre d'habitants devrait passer de 26 000 à 4 000 au cours des 20 prochaines années. L'un des objectifs du port spatial est d'enrayer cette baisse démographique. Quelques rares personnes tirent déjà avantage du projet. C'est le cas d'Archie McLellan, un jeune agriculteur à qui le Conseil loue les terres agricoles attenantes à l'ère de lancement. On peut vivre de plein de manières différentes à Uist. Moi, j'ai choisi le crofting et le travail manuel à la dure, parce que je fais ça depuis tout petit. Mais beaucoup de gens de mon âge quittent l'île à cause du manque d'emploi sur place. Le crofting désigne un type d'agriculture caractéristique des Hébrides, pratiqué sur des parcelles souvent peu étendues et morcelées. En fonction des saisons et de la demande, les crofters cultivent des céréales, élèvent des moutons ou des bovins et entretiennent leurs infrastructures. Plus qu'un mode de production, le crofting a façonné la vie des habitants de la région. Pendant des siècles, les seigneurs fonciers ont envoyé les crofters loin du continent écossais, sur ces côtes inhospitalières aux sols pauvres. Mais cette tradition n'offre plus suffisamment de perspectives. Ma sœur est partie pour ses études et elle a décidé de rester sur le continent. Aujourd'hui, elle travaille dans une ferme dans l'Aberdeenshire. Elle aurait adoré vivre ici, mais il n'y avait pas assez de travail ni de surface sur notre croft pour nous embaucher tous les deux, en plus de mon père. Vu le peu d'offres d'emploi, c'est difficile de retenir les profils comme elle. Archie espère que le port spatial permettra de lutter contre cet exode forcé de la jeunesse. C'est triste de voir tous ces gens partir, mais il faut bien gagner sa vie. Alors la seule solution, c'est d'aller sur le continent et de faire autre chose. Pour rejoindre l'Écosse continentale, il faut compter environ 4 heures de traversée. Glasgow, la grande ville la plus proche, se trouve ensuite à 8 heures de route. Cet isolement fait flamber le coût de la vie, freine l'implantation des nouvelles entreprises et empêche le développement économique de l'archipel.
Autant d'éléments qui confortent la position des défenseurs de la base Spaceport One. Le port spatial initialement prévu avait été conçu pour envoyer des satellites, voire même des navettes habitées dans l'espace. Mais cet ambitieux projet n'est plus d'actualité. L'idée est désormais d'envoyer des engins en trajectoire suborbitale et de les laisser ensuite s'échouer en mer. Ici, nous allons lancer des vols suborbitaux. La grande différence avec les missions orbitales, c'est que nos fusées ne seront pas équipées de satellites. Elles seront seulement utilisées pour tester des composants destinés à des véhicules orbitaux qui, eux, feront le tour de la planète. Nos fusées seront bien plus petites. Elles seront propulsées dans l'espace et elles reviendront très rapidement à la surface terrestre. Au fil des années de planification, un sentiment de défiance s'est installé. La population dénonce une destruction de son patrimoine motivée par des préoccupations commerciales. Les habitants de North Uist sont fiers de leur nature sauvage, habitée par une flore et une faune intactes. Pour certains, la base de lancement les mettra inévitablement en péril. Robert Fraser, le concepteur en chef, n'est pas de cet avis. Il est important de rappeler que les membres du conseil en charge du projet vivent sur l'île et font partie de sa communauté. Pour ma part, je venais souvent ici avec mes enfants quand ils étaient petits. Personne ne veut détruire cet endroit, ni le transformer en site industriel. Notre démarche consiste à intégrer au mieux le dispositif dans son environnement. Cette photo a été prise sur la belle plage qui se trouve juste derrière nous. La base n'aura absolument aucun impact sur le paysage. Elle ne sera même pas visible. Le décollage des fusées ne durera que quelques secondes et ça n'arrivera qu'une dizaine de fois par an. C'est très peu. Mais une question subsiste. Dans quelle mesure ces lancements à répétition affecteront-ils le fragile écosystème de l'île? Une étude a tranché en faveur du port spatial. Mais pour ses détracteurs, l'impact à long terme est impossible à évaluer et ils redoutent des répercussions négatives sur l'environnement. Chaque année, les Hébrides extérieures accueillent jusqu'à 200 000 visiteurs, principalement attirés par leur nature brute et paisible. Mais pour combien de temps encore? Ce cadre si préservé a toujours été le garant de la survie de l'archipel. La pêche et l'agriculture représentent un tiers de sa production économique. Si les fermes aquacoles sont de plus en plus répandues, les eaux de la région sont surtout réputées pour leurs moules, leurs crabes, leurs langoustes et leurs homards. Callum Ian McCorquodale pêche depuis plusieurs dizaines d'années le long des côtes de North Uist. Fruits de mer et crustacés récoltés ici sont prisés dans toute l'Europe. Regardez-moi cette beauté. Le homard est un crustacé très apprécié. Chaque pêcheur a sa technique, mais le secret c'est que les homards vivent dans les algues et les rochers. On ne les attrape pas sur les bancs de sable. La plupart des pêcheurs évitent les fonds rocailleux, mais nous, c'est ce qu'on recherche. Callum Ian est le père d'Alison, la responsable du projet Spaceport One. Ce vieux loup de mer a connu l'âge d'or de la pêche dans l'archipel. Mais depuis le début de sa carrière à la tête de l'entreprise qui appartenait à son père, les prises ont diminué de 90%. La pêche en haute mer a quasiment disparu après des décennies de surpêche. Par la suite, la population locale a réduit de moitié et elle continue de baisser aujourd'hui. Ce qui me peine le plus, c'est de penser à ce que c'était avant. J'ai vu la différence.
Aujourd'hui, il nous faut des jeunes qui travaillent et des familles qui remplissent nos écoles. Avant, il y avait des écoles aux quatre coins de l'île. À Lormadi, Lorportain, Burniray et près de Solas. Et maintenant, il n'en reste plus qu'une, à Bay Head. Je ne sais pas quelle est la solution. Mais il est clair qu'on a grandement besoin de jeunes, de familles et de nouveaux emplois. La création d'emplois est un des arguments des partisans du port spatial. Car même si la pêche aux crustacés et aux coquilles Saint-Jacques fait partie intégrante de l'identité régionale, peut-elle vraiment assurer à elle seule l'avenir de l'archipel ? Depuis toujours, la plupart des pêcheurs exercent une autre activité en parallèle dans le secteur de l'agriculture ou du bâtiment. Donny MacDonald ne déroge pas à la règle. Son bateau est amarré dans le petit port de Griminish, à quelques kilomètres de la future base de lancement, qu'il considère lui aussi comme une menace pour sa profession. On redoute tous que le secteur soit condamné et qu'il y ait une zone d'exclusion au moment des décollages. Car si on ne peut pas aller pêcher, qui va payer nos factures? Est-ce qu'on sera dédommagé pour les jours qu'on aura perdus? On s'inquiète aussi pour la sécurité. On n'a pas envie de se prendre une fusée sur la tête en pleine mer, si jamais il y avait un incident. Donny ne peut pas se permettre de subir des pertes financières à cause d'une fermeture de la zone maritime. Aucun périmètre n'a encore été délimité, mais cette mesure de sécurité est nécessaire afin de protéger les habitants en cas d'échec de décollage. Donny n'a pas encore fini de rembourser son bateau. Comme de nombreux jeunes, lui aussi a dû se poser la question de quitter l'île pour gagner sa vie ailleurs. Mais il a finalement décidé de rester. Parfois c'est dur, entre la météo et les faibles revenus. Il faut vraiment avoir envie d'être là, malgré les difficultés. Mais vous savez, les gens d'ici sont toujours partis. Mon grand-père et son frère, par exemple, sont allés trouver du travail au Canada et aux États-Unis. L'un est revenu et l'autre est resté. Alors j'ai encore de la famille en Amérique. Heureusement, mon grand-père est revenu et il a eu mon père. Alors c'est pour ça qu'on est ici. Ce genre d'histoire familiale est classique dans les Hébrides. Depuis des siècles, les habitants émigrent faute d'emploi, d'opportunités de formation et de perspectives. Aujourd'hui, le Conseil veut endiguer ce phénomène. D'après le gouvernement, le port spatial est une chance pour la jeune génération. Je ne vois pas d'où viendront les emplois. A priori, les entreprises viendront lancer leurs fusées avec leurs propres salariés, puis elles repartiront. Alors, à part un poste de vigile et de technicien de surface, ça ne va pas créer d'emplois. Dans le port de Griminish, les pêcheurs ne sont pas convaincus par le potentiel de la base de lancement en matière d'activité. De plus, le Conseil n'a cessé de revoir ses estimations à la baisse et ne prévoit plus désormais que 13 nouveaux postes. Parallèlement, une récente étude a montré que de nombreux jeunes seraient prêts à rester ou à s'installer dans l'archipel si l'offre d'emploi qualifiée venait à se développer, comme le promettent les défenseurs du projet Spaceport One. Mais l'île se heurte à un autre obstacle, la pénurie de logements abordables. Bien que la place ne manque pas, se loger est devenu de plus en plus cher. La population est en déclin de toute façon. Mais les résidences secondaires posent problème aussi. Beaucoup de retraités du continent achètent des maisons ici et ça pousse un peu les jeunes vers la sortie, parce qu'ils n'ont pas encore passé leur vie à économiser pour ça. C'est un phénomène qui touche tout l'archipel. Les Hébrides extérieurs et leur écosystème singulier sont dans l'impasse. La structure démographique de la région est en pleine mutation. La classe aisée y achète des résidences secondaires cossues et les retraités viennent profiter de cet écrin paradisiaque.
Mais les hybrides attirent aussi des profils plus marginaux. Ces nouveaux arrivants ont choisi de suivre leur propre voie et ont trouvé leur place sur North Uist. C'est le cas de l'artiste Nicola Neate et de son mari, le photographe John Kippin. Le contact avec l'humain et la nature est pour eux un aspect essentiel de la vie sur l'île et de leur pratique artistique. John et moi sommes venus ici dans le cadre d'un projet photographique sur les nouveaux habitants de l'île. L'idée, c'était de parler non pas du passé, mais de l'avenir de ce genre d'endroit. On voulait montrer que les gens ont envie d'y revenir. Il ne s'agit pas forcément de famille, mais on voit qu'une nouvelle catégorie de personnes s'installe dans ces zones rurales reculées. À quoi ressemblera l'avenir sur North Uist? Dans son travail, Nicola Neate exploite beaucoup son environnement. Ses sculptures intègrent souvent des ossements et des crânes d'animaux qu'elle glane au gré de ses promenades. À ses yeux, le port spatial est un danger qui mettra en péril la faune et la flore de l'île, ainsi que ses résidents. Et puisque Nicola ne sépare pas son rôle d'artiste de sa position d'activiste, elle s'est toujours clairement prononcée contre la construction de la base de lancement. Je suis surprise que mon mari et moi soyons les seuls à avoir pris la parole aux côtés d'Angus. Il n'y a que nous trois qui avons protesté. Je n'arrive pas à croire qu'on soit si peu nombreux à l'avoir fait. Au début du projet, Nicola et John ont assisté aux réunions d'information publique. Mais les années de retard qui ont repoussé le chantier et l'étude environnementale qui a été publiée par la suite ont eu raison de la résistance populaire. Bien que nouveaux venus et soumis au regard critique des autres habitants, ils veulent continuer à prôner un rapport bienveillant à la nature et à s'engager contre la course au progrès. Je pense que le site va perdre sa faune et sa flore. Et ça va aussi perturber la vie marine. Toutes ces choses vont disparaître. On ne sait pas jusqu'où va aller cette destruction, ni si les résidents et leurs habitations vont subir des dommages collatéraux. Personne n'est en mesure d'affirmer qu'il n'y aura pas d'accident. Au printemps 2025, des images ont suscité l'inquiétude. En Norvège, une entreprise aérospatiale allemande privée a effectué un test de lancement. Voici la vidéo du lancement qui a récemment eu lieu sur la base d'Andøya, en Norvège. La fusée était censée entrer en vol orbital, mais ça n'a pas fonctionné. On voit le projectile décoller de la rampe de lancement et s'élever à quelques centaines de mètres d'altitude en suivant la trajectoire prévue. Puis il se passe quelque chose. Je ne sais pas si c'était contrôlé ou non, mais il commence à vaciller et les moteurs se coupent. Il retombe en direction de la mer, ce qui est probablement l'endroit le plus sûr. Et au moment de l'impact avec la surface, il explose. Si la même chose se produisait à Skolpeg, l'engin pourrait s'écraser bien au-delà du périmètre de sécurité qui a été défini par le Conseil et dont la taille n'est pas du tout adaptée. Propulser des fusées depuis Skolpeg est dangereux, et cette vidéo en est la preuve. Ce genre d'incident serait le pire scénario envisageable pour les concepteurs du port spatial, qui ont bien conscience des craintes de la population. En cas de décollage raté, le périmètre de sécurité sera-t-il suffisant? Les détracteurs du projet s'appuient sur la réglementation américaine qui impose une distance de 1850 mètres.
Ici, l'habitation la plus proche se trouve à environ 900 mètres de la base de lancement et un axe routier important traverse la zone. Mais au Royaume-Uni, la législation est différente et varie en fonction de la taille des engins. Alison et son collègue Mark Roberts échangent régulièrement en visio afin de déterminer comment réagir aux appréhensions des plus sceptiques. Je pense que leur perception est alimentée par les images qu'on voit à la télévision, avec de très grosses fusées qui décollent sur de très grands sites. Mais dans notre cas, il s'agit de véhicules de taille modeste, destinés à des missions suborbitales. Ce qui signifie que les quantités de carburant transportées à bord seront moindres. Nos opposants répandent beaucoup d'informations dans les médias. Et comme on n'a pas encore de site internet, c'est le genre d'image qui ressort sur Google à l'heure actuelle. Comme je le disais tout à l'heure, on est en contact permanent avec les autorités britanniques. Dans la réglementation nationale, on distingue plusieurs types d'engins et on calcule les distances de sécurité à partir d'un procédé mathématique qui prend en compte la charge du véhicule. Ce serait totalement incohérent d'imposer un énorme périmètre pour une fusée de 3 ou 4 mètres de long. Et quoi qu'il en soit, on ne sera jamais autorisé à effectuer des lancements qui ne rempliraient pas les normes de sécurité. Pour l'heure, le port spatial doit encore trouver un opérateur et cela n'est pas si simple. D'importantes sommes d'argent sont en jeu et les clients potentiels ne veulent pas abattre leurs cartes. Aucun chiffre officiel n'est disponible. Les opposants au projet doutent de sa rentabilité. Mais ils craignent surtout que la base de lancement finisse par devenir un site militaire. Malgré les dissensions, tous les habitants de North Uist s'accordent sur un point. Le changement est nécessaire pour assurer l'avenir de l'île. Une conviction que partage Angus MacNab. Notre archipel a besoin que la jeune génération reste, si on veut éviter un vieillissement de la population. Et puis, dans ce genre d'environnement insulaire et rural, les petites et moyennes entreprises doivent être soutenues. En matière de technologie, il faut aussi une bonne couverture au débit pour pouvoir travailler à distance. Beaucoup de gens ici ont fait des études supérieures. Ils sont très instruits et bien qualifiés. Alors ils pourraient travailler depuis chez eux si c'était possible techniquement. C'est ça qui va nous permettre d'avancer, pas l'aérospatiale. Je ne suis pas contre les lancements de fusées, mais Skolpeg n'est pas l'endroit adapté pour ça. Alison fait partie de ceux qui ont dû quitter l'île pour poursuivre leurs études et qui sont ensuite revenus. C'est chez moi ici. J'aime Uist et j'aimerais que ses habitants réalisent que Spaceport One est une avancée positive. Elle espère que le fossé qui s'est creusé au sein de la communauté de l'archipel pourra un jour se résorber. Chaque projet a son lot de défis. Et c'est une bonne chose que le Conseil engage sa responsabilité sur certains aspects. Mais les gens doivent comprendre qu'il n'y a pas de manuel pour construire une base de lancement. Est-ce qu'on a fait des erreurs? Oui. Est-ce qu'on aurait pu mieux communiquer? Certainement. Mais je pense qu'une fois que la base sera en service, les gens se rendront compte que le Conseil et l'opérateur veulent collaborer avec la communauté. Pas seulement dans l'intérêt de Skolpeg, mais de toute la région. Et peut-être qu'ils auront enfin un regard positif sur ce projet.